Le monde des insectes, c'est quelque chose de fascinant et que j'ai découvert petit à petit. Et quelque part au début, je me rappelle quand j'étais les premières fois sur le terrain, et notamment quand j'étais moniteur et j'étais avec ces jeunes et que je leur expliquais un peu comment identifier une fleur, etc. Je me suis assez vite rendu compte que sur les fleurs, il y avait quasi toujours des insectes et que les insectes étaient une composante intéressante. Et donc je me suis intéressé de plus en plus à cet aspect-là. Et c'est un monde qui est assez extraordinaire parce qu'il est très éloigné de nous. Ça fonctionne quand même très différemment. De plus que l'anatomie interne d'un insecte, ça n'a rien à voir avec notre anatomie. Un insecte, tous les organes internes baignent dans du liquide. Nous, on a un peu de liquide à l'intérieur de nous, mais on a des muscles, on a des organes, de la graisse, etc. Là, c'est le liquide qui est l'essentiel et on a un tube digestif qui baigne dans du liquide. Il n'y a pas de système circulatoire. Enfin, il y a un système circulatoire, mais qui est très réduit, et qui est ouvert, donc il n'y a pas de vaisseau. Donc c'est vraiment un mode de fonctionnement très différent. Et tous les insectes ont à peu près ce même type d'anatomie de départ. Et c'est le groupe le plus diversifié sur Terre, puisque actuellement on a décrit plus d'1 million d'espèces d'insectes, 1 million d'espèces qui ont des noms scientifiques, donc c'est énorme. Il faut savoir à côté de ça, il y a à peu près, on imagine, entre 4500 et 5000 mammifères, espèces de mammifères. C'est rien du tout par rapport à 1 million d'espèces d'insectes. À peu près 10 000 espèces d'oiseaux qui ont été décrites, 350 000 espèces de plantes. Donc c'est vraiment les insectes qui dominent le monde en termes de nombre d'espèces. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Et c'est un point qui est un peu compliqué parce que quand on est entomologiste, on se rend compte très vite qu'on n'est pas spécialiste des insectes. On va se spécialiser sur quelques groupes qu'on arrive à identifier, sur lesquels il y a un vocabulaire propre. Voilà, j'arrive à reconnaître un certain nombre d'espèces, mais je suis très loin de reconnaître tout ce qui existe. Je reconnais les familles majeures d'insectes, mais au-delà, en fait, j'ai besoin de m'adresser à des spécialistes du groupe en particulier sur lequel je travaille. Donc c'est un groupe qui est fascinant, extrêmement diversifié, qui est partout, qui a conquis à peu près tous les milieux terrestres. On peut en avoir dans sa cuisine, on peut en avoir dans sa chambre à coucher, on en a dans son jardin, il y en a absolument partout. Il constitue aussi un élément essentiel de circulation de la matière et de l'énergie dans les écosystèmes. Ils sont, en termes de biomasse, s'ils sont extrêmement nombreux, ils correspondent à un poids et une biomasse relativement faible, mais qui est en perpétuel renouvellement. Donc en fait, c'est eux qui vont aider à une circulation très importante de la matière et de l'énergie, par la dégradation des feuilles mortes, par la dégradation de la matière organique, par toute une série de phénomènes. Il y a des insectes qui nous ennuient beaucoup, qui sont ce qu'on appelle les défoliateurs en forêt, qui sont des chenilles qui vont défolier parfois des centaines d'hectares en forêt, et qui peuvent avoir des pics de population qui vont durer 2-3 ans, et puis on n'a plus rien pendant 10-15 ans. Mais pendant ces 2-3 ans, ils vont jouer un rôle dans une forêt non touchée par l'homme, qui est extrêmement important parce qu'en défoliant les arbres, elles vont provoquer de la mortalité et elles vont permettre en fait à toute une végétation de se régénérer en dessous. Et ça va permettre justement ce fameux turnover de l'énergie et de la matière à l'intérieur du milieu. Alors évidemment, si vous êtes forestier et que vous avez 100 hectares de forêt qui sont défoliés, c'est un autre souci parce qu'il y a des conséquences économiques. Et c'est parfois difficile justement de gérer les deux en se disant on a des processus naturels qui sont indispensables et puis il y a l'aspect économique là derrière. Et ça, c'est un élément dans lequel je me suis intéressé très tôt.
Et notamment déjà au niveau de mon mémoire, puisque c'était orienté agriculture, et puis quand je suis arrivé dans mon postdoc au Canada, donc j'étais dans une région qu'on appelle la région des Terres Noires, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est une région extrêmement agricole. C'est de la tourbe, c'est des sols qui ont été formés il y a très très longtemps. C'est une épaisseur de matière organique qui est de plusieurs mètres et qui est utilisée pour faire du maraîchage. Et donc on a des hectares de carottes, d'oignons, de laitues, de toutes sortes de choses qui sont produites sur un temps très court, puisque Québec est un climat quand même difficile. Et donc entre mai et septembre a lieu une agriculture très intensive. Et donc très vite on se rend compte qu'il y a des difficultés parce que les insectes sont toujours là. Et par exemple, un des problèmes concrets et très trivial auquel j'ai été confronté dans mon postdoc, c'est un petit coléoptère qui s'attaque à la carotte, qui pond dans la carotte et qui ne fait pas tellement de dégâts, mais on se rend compte tout à coup que les carottes, lorsqu'elles sont récoltées, elles ne sont pas toutes vendues en même temps. Elles sont récoltées à peu près toutes en même temps, mais elles vont être stockées dans des silos à température contrôlée, avec des gaz, de l'azote mis pour éviter la dégradation, etc. Mais malgré ça, les quelques coléoptères qui ont pondu dans les carottes, les larves vont se développer, vont faire pourrir la carotte. Si vous avez une carotte qui pourrit dans un silo qui compte plusieurs tonnes de carottes, elle va transmettre en fait sa pourriture aux autres. Et les gens là-bas, les agriculteurs, considéraient que lorsque plus de 5% des carottes étaient attaquées, en fait c'était inutile de les stocker parce que tout le stock allait pourrir. Donc c'est un problème très important et on se rend compte tout à coup qu'il y a cette question de seuil en fait, de notre seuil de tolérance, qu'est-ce qu'on tolère comme dégâts, de l'aspect économique, on mange tous des carottes, quelque part on en a besoin, hein, et puis qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre ça? Est-ce que la question qui se posait quand je suis arrivé au Québec, c'est que les agriculteurs traitaient jusqu'à 12 fois contre ce coléoptère de la carotte qui était devenu résistant aux insecticides, etc. et qu'il fallait trouver des solutions. D'où l'idée de promoteur de l'époque et qui est devenu un ami, Guy Boivin, de travailler sur des parasites de ces coléoptères et de voir si on pouvait descendre en dessous de ce seuil de 5% de dégâts en introduisant des parasitoïdes de ces coléoptères, en faisant des aménagements agricoles qui les favorisent et des choses comme ça. Et donc à ce moment on se rend compte qu'on est vraiment dans la théorie écologie avec toute une série d'implications parce que comment faire en sorte de réduire les dégâts, les amener en dessous d'un seuil en limitant la population de coléoptères, comment doit-on la réduire, quelle est l'interaction avec la population de parasitoïdes qui va vivre dessus. Et on est d'office dans un jeu qui est très complexe, et qui est aussi un jeu de comportement, un jeu multifactoriel. J'ai eu la possibilité là-bas de travailler sur la résistance au froid de ces petits insectes, de ces parasitoïdes, parce qu'ils doivent passer l'hiver, ils font 2 mm et demi, c'est-à-dire très peu de matière grasse, et ils passent 6 mois d'hiver à des températures qui peuvent descendre à moins 25. Donc les insectes ont cette capacité, beaucoup ont cette capacité d'avoir un repos métabolique complet, où il n'y a pratiquement aucune dépense d'énergie, et ils passent notamment l'hiver non pas à l'état adulte, mais sous forme de larves à l'intérieur d'œufs parasités de leur hôte. Donc ils parasitent les œufs du coléoptère, et tout le développement va se faire à l'intérieur de l'œuf. Et donc le parasite se nourrit de l'œuf et sort à l'état adulte d'un œuf qui a été parasité. Donc ce sont des très petits insectes, un œuf de coléoptère. C'est difficile d'imaginer à quoi ça ressemble, c'est pas grand, hein, ça fait de l'ordre de 1 mm et demi, 2 mm. Donc ce sont de tout petits insectes en fait qui sortent de là. Donc à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a une forme de complexité et qu'en plus, en étudiant ces phénomènes, on peut comprendre des aspects d'évolution, d'interaction, de comportement, parce qu'il y a des aspects comportementaux, comment le parasitoïde trouve son hôte, comment il le parasite, etc.
comment l'hôte se défend, parce que voilà, les insectes ont aussi un système immunitaire, ils ont aussi des défenses comportementales. Donc il y a des aspects très fondamentaux, et l'idée c'est d'utiliser cette connaissance fondamentale pour avoir une autre approche de la nature, et pas se contenter quelque part de mettre un produit chimique qui va résoudre le problème, et qui est très efficace pour faire ça, mais on sait que c'est temporaire et que ça a des conséquences, et de voir comment on peut utiliser ces interactions pour simplement répondre à la question du producteur de carottes en se disant on doit avoir moins de 5% de dégâts à la récolte. Parce que le triage des carottes est quasi impossible. Ces coléoptères font des tout petites galeries à l'intérieur de la carotte. Ce n'est pas eux qui provoquent la pourriture, mais sur eux, il y a des spores de champignons, un autre organisme qui, lui, va faire pourrir la carotte et ainsi de suite. Donc il faut très peu en fait, de dégâts pour faire pourrir la carotte in fine. Donc le triage est impossible, donc il faut trouver d'autres solutions. Donc tout ça, ça génère une réflexion et de se dire, voilà, il y a un côté pratique de l'écologie qui est différent du côté conservation de l'écologie, et qui est pourtant tout aussi important, puisqu'il y a l'écologie de la conservation, qui est une branche essentielle, où on essaye voilà, on sait qu'il y a un problème majeur de crise de la biodiversité, on veut conserver des espèces, et conserver des espèces qui ne nous sont quelque part ni utiles ni négatives, que ce soit certaines espèces de papillons qui se développent sur des plantes sauvages, que ce soit le panda sur le bambou au pied de l'Himalaya, etc., ou le tigre du Bengale, toute une série d'espèces emblématiques. Et c'est une autre forme de l'écologie, mais avec quelque part toujours ces mêmes questions de base, qui est l'interaction des organismes avec leur milieu, comment ils vivent, comment on peut gérer ça, et comment on peut placer l'être humain dans un système comme ça. Donc voilà, j'ai surtout travaillé dans des relations insectes-agriculture, insectes-forêt aussi. Je parlais des insectes défoliateurs, j'ai eu une très belle collaboration avec des forestiers roumains sur de la défoliation de peupliers et d'autres arbres en forêt roumaine. Et puis j'ai eu aussi des choses beaucoup plus fondamentales où là on a aussi travaillé sur les insectes dans certaines régions d'Amérique centrale, à Panama, avec un collègue américain, sur comprendre justement, je parlais des coléoptères, il y a plus de 350 000 espèces de coléoptères, c'est gigantesque. Comment est-ce que cette diversification a pu se faire? Pourquoi est-ce qu'il y a autant d'espèces? Et une des hypothèses qui est très ancienne, c'est une sorte de coévolution entre les plantes et les insectes. Les plantes produisent naturellement des insecticides pour se défendre contre les insectes. Elles produisent aussi des bactéricides, elles produisent des fongicides. Le monde est toujours vert. En fait, si les plantes ne faisaient pas ça, elles auraient été submergées par tous les organismes qui essayent de les manger. Et en fait, en faisant ça, une plante qui tout à coup produit, un exemple simple de la nicotine, le tabac produit de la nicotine. Pourquoi est-ce que le tabac produit de la nicotine? Parce que la nicotine est un insecticide. Et donc, cette plante crée un espace vide d'organismes phytophages, parce qu'aucun organisme phytophage n'arrive à survivre en mangeant des feuilles pleines de nicotine. Sauf qu'un jour, il y a un papillon qui arrive à détoxifier, suite à une mutation, à détoxifier la nicotine et à se développer là-dessus. Et ça, c'est bingo pour l'espèce de papillon, parce que à ce moment-là, elle est capable d'être seule à avoir accès à une ressource abondante, qui sont les plantes de tabac. Il y a du tabac naturellement dans la nature, il n'y a pas que le tabac cultivé, et sur laquelle, d'une part, elle n'a pas de compétiteur, puisque elle est toute seule à pouvoir manger cette plante-là, et d'un autre côté, ça existe vraiment, il y a une espèce de papillon qui est capable de détoxifier la nicotine, et elle va stocker cette nicotine, les chenilles vont stocker la nicotine, et l'adulte va contenir aussi cette nicotine, et va devenir toxique pour les oiseaux, pour les prédateurs, etc. Donc pour l'insecte qui a cette mutation, c'est une chance extraordinaire parce que elle n'a pas de compétiteurs, elle n'a plus de prédateurs, elle n'a plus de parasites, donc elle peut se développer. Et puis on conçoit
tout à coup, ben, ça a toute une série de conséquences. Si cet insecte se développe à ce point, il va détruire la plante sur laquelle il se développe. Donc à un moment donné, il y a une fin, une dead end évolutive, donc il n'y a pas d'aboutissement. Sauf que, qu'est-ce qu'on constate? C'est que c'est un système dynamique et que cet insecte lui-même devient une ressource pour un autre insecte, qui est justement un parasite, un parasitoïde, qui a acquis aussi cette capacité de détoxifier la nicotine et qui est capable de se développer sur cet insecte à son tour et qui, à ce moment, se retrouve aussi sans compétiteur, etc. Et donc le système s'emballe et se crée comme ça. Et l'idée de collaboration qu'on a eue avec la Smithsonian Institution à Panama à l'époque, c'était de se dire, mais comment est-ce qu'on peut expliquer l'abondance d'un groupe de coléoptères qui est le plus abondant sur Terre, qui sont les chrysomélidés, les beaux coléoptères avec des couleurs métalliques. Et justement, ces couleurs métalliques font qu'ils sont extrêmement visibles. Vous vous promenez en forêt tropicale, vous pouvez les repérer très facilement parce qu'ils sont rouges, ils sont oranges, ils sont bleus métalliques, ils sont verts, donc on les voit très très bien. Et ce qui quelque part est aberrant parce que si on les voit très très bien, ben, ça veut dire que les prédateurs les voient très très bien aussi. Et justement, c'est ça l'intérêt, c'est que les prédateurs les voient et qu'ils apprennent parce qu'ils sont toxiques. Et pourquoi ils sont toxiques? Parce qu'ils sont capables de se développer sur des plantes qui ont développé des produits toxiques contre eux. Et donc l'idée, c'était de se dire, il y a des phénomènes de coévolution qui permettent d'expliquer la diversité. Et on a travaillé sur un groupe de plantes, c'est des cousines du liseron, des Hippoméa, très diversifiées à Panama. Et de se dire, les plantes se sont diversifiées parce que oui, il y a une façon de répondre. Si vous produisez un produit toxique, un alcaloïde contre un insecte, à ce moment-là, c'est une chance pour vous, vous êtes libéré des phytophages. Et puis un insecte s'adapte, ça devient une catastrophe. Et donc, il y a deux façons que le système poursuive. Soit par hasard, il y a un prédateur ou un parasitoïde qui est arrivé à détoxifier le même alcaloïde. Soit on a une mutation chez la plante qui produit un autre alcaloïde ou un alcaloïde dérivé. Et donc on peut expliquer ainsi une diversification du monde des plantes avec beaucoup d'espèces d'Hippoméa dans le même endroit, en même temps une diversification des chrysomèles, des coléoptères, puisque chaque fois il faut se réadapter à une nouvelle plante, et en même temps une diversification du niveau alimentaire suivant dans la chaîne alimentaire, qui est celui des prédateurs ou des parasitoïdes. Et donc on a travaillé là-dessus pendant plusieurs années, avec un financement du Fonds national de la recherche scientifique, et il y a eu 2 thèses, plusieurs mémoires, etc. Et c'était extrêmement intéressant. Et ça, c'était vraiment une approche tout à fait fondamentale. Et puis, cette approche fondamentale, elle a des résonances tout à fait appliquées. Parce que dans les chrysomèles, un chrysomèle qui est très nocif en agriculture, c'est un chrysomèle qui s'attaque à la pomme de terre. C'est le doryphore de la pomme de terre. Et c'est une vraie catastrophe. Et en fait, ce doryphore de la pomme de terre est devenu résistant à tous les insecticides utilisés d'abord aux États-Unis puis en Europe, tout ce qui existe sur le marché, y compris aux toxines qu'on met dans les pommes de terre OGM. Il a acquis cette résistance en 5 ans. Et pourquoi? Eh bien, on comprend en fait que chez ce groupe des coléoptères, qui s'est extrêmement diversifié, plus de 40 000 espèces de chrysomélidés sur Terre, connues, et probablement beaucoup plus inconnues, eh bien, en fait, ils possèdent des systèmes enzymatiques qui leur permettent de détoxifier les toxines produites par les plantes. Et ces systèmes enzymatiques évoluent au cours du temps, et donc on a une adaptation très rapide à de nouvelles toxines. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait comme les plantes, quelque part. Les plantes ont créé progressivement leurs insecticides. Nous avons créé nos insecticides beaucoup plus vite, mais ces insectes sont encore capables de s'adapter aussi vite en fait, que ce qu'on met de nouvelles molécules sur le marché. Et donc c'est très intéressant parce que c'est un gros insecte, donc on pourrait se dire il va être sensible facilement aux insecticides, etc. En fait, ce n'est pas le cas. Il est devenu résistant extrêmement rapidement. Et pour ceux qui connaissent le doryphore de la pomme de terre, il est très visible, c'est une grosse bête noire avec des bandes jaunes sur le dos, donc on le repère de loin. La larve est rouge, donc on la repère aussi facilement.
Et voilà, et ça a une fonction, c'est dire simplement, je suis toxique, la petite mésange, elle ne peut pas venir me manger, si elle me mange, elle va devoir me recracher. Et une fois qu'elle a fait ça 2 fois, la mésange, elle a compris qu'elle ne s'attaque pas à une larve rouge, ça ne marche pas, quoi. Donc voilà, tout ça est lié et ça permet de comprendre un peu la complexité du monde vivant et de se dire, ben, la solution d'avenir, c'est une meilleure compréhension de comment ça fonctionne, comment ça interagit, quelles sont les forces évolutives qu'il y a là derrière, comment est-ce qu'on peut expliquer ces forces évolutives, et puis petit à petit se dire, ben, la nature, ça ne sert à rien de vouloir la combattre, on doit faire avec, on doit l'aménager, on doit essayer de rencontrer nos besoins, tout en la maintenant vivante, voilà, en des interventions trop brutales par des insecticides, ça va fonctionner pendant 10, 20 ans, et puis à un moment donné, ça ne fonctionne plus, et ça a des conséquences par ailleurs. Voilà, c'est toute une réflexion, et c'est intéressant de se dire que Darwin avait sa collection de coléoptères, avant de partir sur le Beagle, hein, il était coléoptériste, entre autres, hein, il aimait aussi les fossiles, etc. Wallace, qui est un peu l'équivalent de Darwin dans l'élaboration des premières théories sur la sélection naturelle, était entomologiste. Il a eu des magnifiques collections, soit en Asie, en Indonésie, soit en Amérique latine. Et puis il y a eu toute une série de grands noms comme ça de l'entomologie qui, en se plongeant là-dedans, on se rend compte très rapidement en fait des interactions et de la complexité du système, même si on a affaire à de tout petits organismes où dans notre quotidien, juste ils nous embêtent parce qu'il y a des moustiques, il y a des puces, il y a des choses comme ça. Mais, et pourtant, en fait, ils sont centraux dans le fonctionnement et le turnover des écosystèmes. Donc voilà, c'est un petit peu mon parcours de carrière, de réflexion, et qui fait que petit à petit, comme entomologiste, ben, vous vous intéressez pas qu'à l'insecte en lui-même, mais au fonctionnement global de l'écosystème, et évidemment à la place de l'insecte là-dedans. Alors, il y aurait encore pas mal de choses à dire sur ces aspects insectes, puisqu'il y a eu des grands noms. On pourrait parler de Henri Fabre, qui n'était pas du tout un scientifique, mais qui était quelqu'un qui s'est intéressé aux insectes, à leur fonctionnement, qui est un des premiers qui a aussi développé une méthode expérimentale pour tester des hypothèses. Il testait vraiment des hypothèses, donc c'est une vraie méthode scientifique. Il expérimentait, et puis c'était aussi un très bel écrivain, parce que ses textes sont très très beaux. Donc trouver les souvenirs entomologiques de Fabre et en lire ne fût-ce que quelques chapitres, c'est parfois très intéressant. Et puis il y a eu toute une série d'autres personnes importantes dans le monde des insectes qui sont devenus parfois des grands noms de la biologie. Et un de ces grands noms, c'est Edward Wilson, qui est le monsieur qui a créé le mot biodiversité. C'est un entomologiste, en fait, qui était spécialisé sur les fourmis, les insectes sociaux, avec une grande question, comment ça fonctionne une société d'insectes sociale, avec de l'altruisme, puisque voilà, on a des individus qui ne se reproduisent pas, qui défendent la colonie, qui se sacrifient pour la colonie. Comment est-ce qu'on peut imaginer que ça fonctionne? Et Wilson a parcouru le monde, beaucoup l'Asie, pour essayer d'avoir des solutions à ça. Et il a élaboré, entre autres choses, tout un corpus de recherche qu'on a appelé la sociobiologie, qui a été extrêmement critiqué quand il a sorti son bouquin qui s'appelait Sociobiology. Il a été extrêmement critiqué parce que, si je me rappelle, ce bouquin fait 27 chapitres. Les 26 premiers, c'est sur le monde animal, le monde des plantes, etc. Le 27e, c'est sur l'humain. Et il a eu l'outrecuidance de vouloir appliquer certaines de ces idées à l'humain. Et ça a généré une levée de bouclier extrême de toute une série de disciplines, notamment de psychologie, psychiatrie, etc., en disant, non, en fait, le comportement des êtres humains, ça n'a rien à voir.
voilà, il y avait les idées de Freud où tout se crée avant 3 ans et que le bébé naît vierge de tout comportement, de toute... et ce que disait Wilson, c'est pas du tout ça. En fait, une partie de notre façon de vivre, elle est imprimée par nos gènes, nos comportements sont indiqués dans nos gènes, en fait. Et c'est important parce que si vous prenez un merle il fait son nid, c'est spontané, personne ne lui a appris à faire son nid. C'est quelque chose qui vient de son information génétique. On ne sait pas encore exactement comment, mais voilà, un merle fera toujours un nid d'une même façon, une mésange d'une autre façon. Et donc on a une partie de nos comportements, on a l'illusion d'être complètement responsable de ce qu'on fait, mais on ne l'est pas réellement. Et ce message de Wilson a été extrêmement important. Et il a fallu des années et des années pour que les gens se rendent compte qu'il y avait là-dedans une base scientifique qui valait la peine d'étudier. C'est devenu un grand nom de la biologie. Voilà, il a publié énormément de choses et c'est certainement une des personnes qui m'a beaucoup influencé.